ici au Bénin, dans le secteur de l'enseignement, nous avons trois catégories d'enseignants. Nous avons les FE, ce sont les fonctionnaires d'État. Nous avons les ACDE, et les agents contractuels de droit public. Et nous avons maintenant les AME, qu'on appelle aspirants au métier d'enseignant. Alors, il y a une disparité qui s'observe et il faut être ACDP avant de devenir FE. Et puis, ces deux catégories bénéficient normalement des bonnes conditions. C'est vrai que dans l'enseignement, hein, on n'a pas tout ce qu'il faut. Les conditions, on les dénonce tout le temps, même ces deux catégories-là. Mais ces deux catégories, comparativement aux AME, bénéficient des avantages, hein, prime de rentrée scolaire, prime de rendement et le salaire normal. Maintenant, lorsque vous prenez les AME, que tu sois produit d'une école normale supérieure, que tu sois produit de l'UAC et que vous passez le test d'AME et que vous êtes dans la base des données, on vous déploie sur le terrain, vous ne bénéficiez pas des mêmes traitements que ces deux autres catégories. On peut observer, par exemple, une différence de 50 000 francs du point de vue salarial. Vous voyez? Et de l'autre côté, les AME font 26 heures de cours, alors que de façon réglementaire, les tests demandent que ce soit 20 heures de cours pour tout enseignant, et surtout les enseignants adjoints. Et voilà comment ça se passe. Les AME donc, se trouvent maltraités, entre griffes, vous voyez, 26 heures de cours, salaire mal payé, 50 000 francs de différence entre ce qui est payé aux AME et ce qui est payé à un FE ou à un ACDE. Donc, voilà un peu les réalités. Dans le passé, congé de maternité et pour les femmes qui sont aspirantes. Et il y a beaucoup d'autres choses dont les AME ne bénéficient pas. C'est pour cela que nous dénonçons pour que les AME viennent au même niveau, l'État puisse les reverser, qu'ils viennent au même niveau que les ACDE et les FE. Je dirais que ces criteria de formation sont adaptés aux réalités, aux besoins donc des apprenants. Tout ce que nous recevons de l'école normale supérieure nous permet, je crois, donc aujourd'hui, de servir, de transmettre les connaissances nécessaires à nos apprenants. Et sinon, parlant de difficultés. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et on aurait besoin de certains matériels pour donc faire beaucoup plus le travail des les gens qui enseignent, par exemple, les langues étrangères en espagnol. On doit avoir certains matériels tels que, par exemple, pour la projection et projeter des films ou des séquences d'images, de films, des audios pour les élèves et donc les mettre dans le bain de la langue. Sinon, de façon globale, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on nous enseigne est donc utile sur le terrain pour les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on doit parler de l'emploi sur le terrain, si on doit parler de l'emploi après l'obtention des diplômes, et on trouve que l'école doit être réformée pour que les enfants aient, par exemple, des heures pour aller en atelier, apprendre des métiers, parce que si vous finissez de façon globale la formation au secondaire ou à l'université et que vous êtes confronté au manque d'emploi, si vous savez faire quelque chose de vos 10 doigts, ça va, en attendant, vous servir pour que vous trouviez mieux ou que vous vous sentiez à l'aise dedans et que ça continue. Nous avons comme on appelle, les animations de zone qui se font, animations pédagogiques de zone qui se font par trimestre où des inspecteurs ou les conseillers pédagogiques sont envoyés donc pour nous entretenir en une journée ou en demi-journée sur les réformes, les nouvelles réalités
liées à notre matière. Donc, ça se fait dans chaque atelier, en ce qui concerne chaque matière. Donc, si des inspecteurs trouvent qu'il faut insérer de nouveautés, ils les insèrent et on vient nous les enseigner. On en discute largement autour, pour donc voir la pertinence de ces nouvelles réformes qui sont arrivées, de ces nouvelles propositions. Et ce sont aussi des instances pour nous prononcer et faire également des propositions qui sont retournées à l'inspection pédagogique pour études, et le retour nous est fait pendant d'autres séances de formation. Je pense que ces séances nous permettent de nous mettre à niveau, d'équilibrer les choses et de pouvoir avancer. En ce qui concerne la localité où nous enseignons ici, il s'agit bien du collège d'enseignement général de Tori à Kadiamé, qui se situe dans la commune de Tori-Bosito. Notre école se situe à environ 2 km de la voie bitumée, Baou, Tori. Et donc, la piste d'accès, rurale bien sûr, qui nous permet d'arriver à l'école, oui, n'est pas mal, elle est bien faite. C'est vrai qu'en période de pluie, il y a des endroits légèrement inondés et ça nous complique légèrement la circulation, la libre circulation. En dehors de cela, dans l'établissement même, comme vous l'aviez su noter, dans mon poste, il y a en réalité manque de salles de classe. Nous avons 31 groupes pédagogiques qui existent, mais le nombre de salles s'élève à 21, si j'ai bonne mémoire, 21. Enfin, il y a 21 salles qui existent, et parmi ces 21 salles, il y a 8 salles qui sont construites comme des paillotes, telles que vous l'avez noté, avec des tôles et autres, dans mon poste, et donc ne sont pas vraiment en état pour nous garantir la sécurité au sein de l'école. Vous voyez, donc, il y a ce manque-là, il y a ce problème de salle qui se pose dans notre établissement où nous sommes, et certains élèves, oui, il faut attendre tel groupe pédagogique finit son cours, sort avant qu'un autre groupe n'entre en salle pour suivre les cours, ainsi de suite. Et parlant de formation, hein, pour garantir la sécurité, notre sécurité, la sécurité des apprenants et du personnel administratif, et nous, notre rôle, la dernière fois quand la pluie s'était annoncé, on a vu le vent violent agir, on a vite compris que il faut se débarrasser. Tout de suite, on a demandé aux élèves, suivez-nous, on a quitté là et on les a envoyés dans d'autres salles où les professeurs ne pouvaient plus faire cours parce qu'il y avait du noir. On n'a pas l'électricité dans la zone ni dans l'école. Donc, on a logé les élèves là, et le temps pour moi d'aller à la salle des profs. Donc, voilà une des stratégies qui nous a permis d'éviter le pire. Sinon, on serait là, le bâtiment serait tombé sur nous, ou qu'on serait quitté, nous, enseignants, laissant les élèves, et ce serait difficile. On serait responsable des déconvenus, parce qu'un enseignant face aux élèves et est dans l'obligation de tout s'assurer de bout en bout, du début de son cours jusqu'à la fin, pour que les enfants soient en sécurité. Parlant de ressources, on va parler des livres, on va parler du matériel nécessaire et tout, on va parler certainement des laboratoires, du laboratoire, de la bibliothèque. Dans notre établissement, nous n'avons pas de bibliothèque, nous n'avons pas de laboratoire. Donc voilà, c'est très compliqué et on a de difficultés donc à conserver le peu de livres, hein, que nous avons. Et donc c'est très difficile parce que ça doit rester où? Il n'y a même pas de salle. Vous voyez, quand je parle de salle des profs, par exemple, c'est une des salles de classe qu'on a dû prendre et on a coupé une portion pour que les enseignants restent. On a coupé, et l'autre portion, il y a la surveillance, il y a
le sensorat qui sont là, c'est tellement restreint qu'il n'y a pas de place pour contenir le peu de matériel qui est là et c'est un peu compliqué. C'est un peu difficile, mais on fait avec. Et étant donné qu'on est prévenu, on sait que ces difficultés sont donc là. Nous faisons l'effort avant d'arriver au cours d'avoir le matériel sur nous. Aujourd'hui, par exemple, le dictionnaire, on peut l'avoir dans son téléphone. Et les chansons qu'on peut faire écouter aux enfants avec les paroles, nous essayons de les avoir avec nos propres moyens pour donc amener ces élèves comment dire, à recevoir les notions nécessaires, l'essentiel qu'il faut. C'est vrai qu'on aurait pu souhaiter avoir des conditions plus larges, que l'établissement nous laisse là, comment on appelle, un vidéoprojecteur, et beaucoup d'autres choses pour que nous puissions. Mais on est obligé de faire avec le peu que nous avons pour que les enfants, malgré leur nombre légèrement pléthorique dans les salles, puissent recevoir les notions nécessaires. Le charge horaire et puis le salaire, il y a un déséquilibre, soyons sincères. Ce que nous gagnons n'est pas vraiment ce que nous devons gagner. Encore que c'est plus bas comparativement à, comment on appelle, à ce que les autres catégories d'enseignants gagnent, alors que nous faisons le même travail, les mêmes efforts. Nous avons été formés par les mêmes écoles, vous voyez, mais on trouve qu'il faut nous appeler aspirants au métier d'enseignant, un terme qui nous gêne déjà. On ne peut pas appeler quelqu'un qui a 10 ans d'expérience à la craie, on ne peut pas dire qu'il aspire au métier d'enseignant. Non, il est déjà dans le système, il est déjà dans l'enseignement. C'est un thème péjoratif. Donc, il y a aussi cet aspect, tout cela qui nous gêne. En ce qui concerne les primes, les enseignants qui sont fonctionnaires d'État, qui sont ACDPE, agents contractuels de droit public, reçoivent des primes. Lorsqu'ils sont dans les zones déshéritées, ils reçoivent des primes pour ça à la rentrée. Bon, on vient d'apprendre que ces primes sont désormais mises ensemble et légèrement disséquées et envoyées sur les salaires chaque mois pour ces agents permanents, les FE et les ACDPE. Donc, ils reçoivent les primes de zones déshéritées, bon, primes de rendement pour ceux qui gardent les classes d'examen, ainsi de suite. Donc, s'il y a une différence, c'est les primes de zones déshéritées, ceux qui ne sont pas dans les zones déshéritées n'en bénéficient pas ou bénéficient moins que les autres selon les informations dont nous disposons. Voilà. Et en dehors de ça, je pense que nous autres, nous qui sommes à AME, aspirants au métier d'enseignant, nous ne recevons rien de cela. Vous savez, le système d'aspiranat a été instauré. Nous sommes dans la 5e année maintenant académique de l'aspiranat. Les 3 premières années, nous, on recevait 9 mois de salaire. Pendant les vacances, on n'avait rien, pendant que les FE, les AC2PE recevaient leur salaire. Et l'année dernière, pendant les vacances, on nous a donné la moitié du salaire. Et en juillet et en août, vous voyez. Et cette année, le gouvernement a annoncé qu'on aura le plein salaire pendant les vacances. On aura donc les salaires au même titre que les autres. Toujours est-il que l'autre différence de 50 000 francs dont je parle est toujours là. Donc, il y a ça qui crée le déséquilibre. Et nous, on va souhaiter que le gouvernement très tôt pense à nous. Il y a 5 ans, on est dedans. Et figurez-vous, des gens avant nous étaient dans comment on appelle,
dans la vacation, faisaient la vacation, allaient de collège en collège et ont déjà fait 10 ans, 12 ans avant l'avènement de l'aspirana. Et lorsque vous ajoutez les 5 ans, ça fait 17 ans que certains sont en train de faire et n'ont pas un statut clair. L'âge avance pour certains. Ils sont des gens 40 ans, des gens, oui, 45 ans, alors que lorsque vous ne travaillez pas réellement sur 15 ans, vous ne pourrez pas bénéficier d'une bonne retraite, d'une retraite en bonne et due forme. Donc, là, j'avance vraiment pour ceux-là et on souhaite que l'État pense très tôt au reversement des AME et au changement de statut, que les AME deviennent assez de peu pour bénéficier donc des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions de travail, surtout salariales, pour donc, parce que vous êtes, si vous êtes FE, vous êtes ACDPE, vous avez la possibilité de faire de prêts à la banque, construire votre maison, vous voyez, et régler certains problèmes. Et lorsque vous n'avez pas ce statut, vous ne pourrez pas, qu'une banque ne pourra vous faire des prêts. Or, de façon générale, vous savez, les fonctionnaires, c'est des prêts qu'ils font pour donc réaliser certaines choses, surtout la construction de maisons et tout. Donc, que l'État pense aux AME très tôt et que la rentrée prochaine, tel que le gouvernement béninois le dit, ça soit effectif pour que la première vague des AME deviennent assez de peu donc, pour avoir les salaires normaux et donc bénéficier de toutes les conditions qu'il faut et soit déchargé de 6 heures pour avoir donc 20 heures réglementairement, parce que tout fonctionnaire doit avoir 40 heures de travail. Dans l'enseignement, c'est 20 heures de cours à rester debout en salle, à donner les cours, et les 20 heures qui restent permettent donc à l'enseignant de se préparer, de faire des recherches, de corriger les copies et donc d'arriver à faire les conseils de classe aussi et d'arriver à satisfaire, parce que lorsque vous ne faites pas les recherches comme cela se doit, vous ne pouvez pas être efficace et face aux apprenants. L'instauration de l'aspirana a réglé beaucoup de problèmes, soyons sincères, parce que au temps de la vacation, et l'enseignant parcourt plusieurs kilomètres, allait de collège en collège. Ceux qui avaient la possibilité d'avoir leurs 3 ou 4 collèges dans la même zone pourraient y aller. Toujours est-il que le risque de déplacement était là. Il faut quitter le cours à 10 heures ici, aller là-bas, commencer à 10 heures également, avant de terminer à midi, aller dans un autre collège. Il y avait vraiment ce problème qui se posait. Et déjà en août, non, pas en août, j'allais dire fin mai ou fin juin, fin mai, c'était déjà fini, le dernier salaire payé, et ou, bon, légèrement en juillet, vous travaillez une semaine, c'est payé, et après les vacances, c'est 4 mois, c'était compliqué, vous voyez. Et au primaire, chez eux, je crois bien que c'était l'école qui payait, ce sont des communautaires, on les appelait les communautaires, les parents d'élèves qui cotisaient donc pour payer les uns les autres, ou carrément, on prend les élèves d'une classe, on peut prendre ceux de CM2, de ceux2 et les mettre au CM2 ensemble là, et c'est un seul enseignant qui garde jusqu'à 100 élèves. C'est compliqué. Aujourd'hui, avec le recrutement d'AME, c'est légèrement réglé. Et si on quitte le primaire, on vient au secondaire. Pour ce qui nous concerne, l'aspirana nous a permis d'être stable dans, dans un collège. On nous a sédentarisés. On n'a plus à aller de gauche à droite. Je me rappelle, j'étais dans 3 collèges dans la commune de Toribocito. Et donc, il fallait aller de gauche à droite. Donc, l'aspirana à régler ce problème et on est tranquille dans un collège. Et il faut reconnaître, c'est une réalité. Et ce qu'on pouvait gagner en tant que vacataire, en étant dans plusieurs collèges, aujourd'hui avec l'Aspirana, on ne gagne plus exactement la même chose. C'est vrai qu'on fait presque les mêmes heures de travail. Si tu as 26 heures, tel que je l'ai aujourd'hui, tu es dans 3 collèges,
ce qu'on gagnait, je crois, va légèrement au-delà de ce qui se payait. Et bon, après, l'État a ajouté 20 000 francs. Et la dernière fois, toute la presse était donc informée. Et donc, il faut le reconnaître, ça a réglé un problème. Nous sommes désormais stables dans un collège. Il faut dire que c'est bien pensé. Mais l'autre chose que nous dénonçons, la disparité qu'il y a entre AME, ACDPE, FE, c'est, ça nous met mal à l'aise. On est dans le même pays, dans le même collège, c'est le même État qui nous a recrutés. Vous voyez, au plan psychologique, d'ailleurs, ça gêne. Ça gêne. Pourquoi nous faisons plus de travail, on travaille plus que les autres et on gagne moins. Et bon, c'est compliqué. C'est tout dernièrement, l'État a choisi d'arranger un peu nos conditions, parlant par exemple de suivi côté santé et de certaines choses, vous voyez. Donc, voilà un peu, on reconnaît quand même que quelque chose a été fait. Il y a un changement. La première des choses, c'est de commencer par la construction des bâtiments dans les écoles. Nous devons rester dans de meilleures conditions pour pouvoir étudier, pour pouvoir enseigner. Donc, il faudrait que l'État construise des salles de classe, que les ONG aussi y participent, que tous les établissements aient suffisamment de salles de classe pour donc suivre les cours. Parce que tous les enfants en âge d'être scolarisés doivent être à l'école. C'est très important pour tout pays, c'est très important pour le développement. Vous voyez, si on ferme les écoles d'ici 5 ans, on n'aura que des voyous, permettez-moi le terme, que des bandits. Ce sera une destruction totale. Donc, l'école est vraiment une âme puissante. Il faut donc des salles de classe. Si nous quittons les salles de classe, oui, les salles de classe avec les bancs, les tableaux nécessaires et le matériel qu'il faut. En dehors de ça, l'entretien du personnel enseignant que nous sommes, nous le souhaitons, changement de conditions de vie pour nous, pour que nous puissions avoir toujours cet engouement que nous avons en sortant de l'école normale supérieure, en sortant de l'université, pour que nous ayons toujours cet engouement à participer à l'éducation des enfants, parce que quand vous éduquez, vous sortez donc les âmes innocentes des ténèbres à la lumière. C'est ça notre rôle. Et donc, de façon concrète, les âmes, nous sommes 30 000, plus de 20 000 pour la première vague, ainsi de suite. Si l'État peut reverser tout le monde déjà en agent contractuel de droit privé de l'État, ça pourrait vraiment nous aider, ça pourrait nous mettre dans de bonnes conditions, on serait à l'aise à gagner. C'est vrai que le salaire n'a jamais suffi, mais on se verrait au même niveau que les autres, on se verrait considéré et notre apport dans le système ne va pas diminuer, on va donc contribuer davantage. Et si on quitte ce volet, j'aurais souhaité l'instauration dans le système éducatif béninois d'un certain nombre de matières pour permettre aux élèves de toucher à la pratique. On peut diminuer les heures de cours en espagnol. De 4 heures, on peut revenir à 3 heures. En français, 6 heures pour le premier cycle, on peut revenir à 4 heures. Et dans les autres matières également, on diminue. Et le reste du temps, on prend des formateurs en couture, en soudure, en mécanique, dans plusieurs domaines, et on les envoie dans chaque collège. Les élèves savent que par semaine, ils ont 3 heures pour aller en atelier, pour apprendre, pour toucher du doigt, pour que nous puissions enlever de leur tête la bureaucratie. Et comme ça, même s'ils finissent avec leur baccalauréat, même s'ils finissent avec leur licence professionnelle, il leur serait très facile, certainement, d'aller compléter la formation pratique dans le domaine pour qu'ils ont choisi et mieux avancer, parce qu'on ne va pas forcément dire j'ai fait espagnol, je vais sortir professeur, je vais sortir enseignant d'espagnol. J'ai fait la géographie, je dois être géographe aménagiste, et vous cherchez, vous ne trouvez pas. Vous voyez, il paraît, je n'ai pas la certitude que
dans un pays comme le Ghana, dans un pays comme le Ghana, il y a à l'université, il y a l'obligation pour l'étudiant d'aller en atelier pour apprendre un métier pratique, hein, qui donc lui permettra, oui, de subvenir à ses besoins, même s'il ne trouvait pas le travail lié au diplôme qu'il a obtenu à l'université. Donc, voilà de façon globale mes recommandations.